Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'analyse fondamentale dans les cryptos. Est-ce que c'est utile ou est-ce que ça sert absolument à rien? On va essayer un petit peu de démystifier tout ça, d'être le plus objectif possible et prendre un maximum de hauteur parce que vous verrez que ce n'est pas juste oui ou non, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc avant d'attaquer cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. Donc la prochaine sera envoyée très prochainement avant la fin de l'année. Ce sera l'occasion pour moi de vraiment faire un point de marché parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses avant le début de l'année 2024 et Dieu sait qu'il risque de se passer beaucoup de choses en 2024. Donc voilà, prochaine lettre qui est toujours un complément de ce que je peux faire en termes de vidéo qui sera très vite envoyé. On attaque cette vidéo, je vais essayer de rester sur une vidéo qui ne va pas durer trop longtemps. En tout cas, c'est mon objectif aujourd'hui. On fait une vidéo qui va durer à peu près entre 20 et 30 minutes au maximum. Alors aujourd'hui, on va parler analyse fondamentale, on va parler valorisation et on va essayer de comprendre un petit peu la valeur d'un token et le parallèle qu'on peut faire avec les actions. Parce qu'il y a pas mal de similitudes aujourd'hui entre l'achat d'un token ou l'achat d'une action. Il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences et il faut absolument en avoir conscience. Aujourd'hui, quand on investit dans un projet Web3, on investit dans des startups et il faut imaginer en fait que c'est comme si on investissait dans une startup qui avait déjà émis ses actions qui sont cotées en bourse, qui sont échangeables sur n'importe quelle place de marché. Alors qu'elles n'ont ni produit, ni service, ni business model, ni modèle économique viable, et juste une idée ou parfois un début de technologie. C'est ça, on va dire un petit peu ce qui se passe. Et donc forcément, ça amène à pas mal d'avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients, et ça, il faut absolument en avoir conscience. Il faut comprendre que dans le monde traditionnel, quand une startup lève des fonds auprès d'investisseurs, en général, elle va lever des fonds auprès d'investisseurs professionnels. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu en train de se démocratiser, mais qu'on ne se le cache pas, quand on a la possibilité de lever des fonds auprès d'acteurs pros, en général, on s'oriente vers ces personnes-là pour plusieurs raisons. Bon, déjà pour une raison de facilité, parce que c'est plus facile de traiter avec 2 ou 3 personnes, par exemple, qui feront partie des investisseurs plutôt qu'à une communauté tout entière. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer. En plus de ça, c'est également plus facile de comprendre vers quoi est-ce que les investisseurs veulent aller quand ils vont investir dans cette boîte-là, qu'une communauté d'investisseurs en fait où on ne sera pas vraiment qui c'est, qui aura peut-être des ambitions et des objectifs qui sont bien différentes par rapport à des investisseurs pros. En général, un investisseur pro, quand il investit dans des startups, il le fait de manière professionnelle. Ça veut dire qu'il va investir de manière extrêmement diversifiée dans un panel de sociétés. Il sait qu'il y a un taux d'échec qui est extrêmement élevé. Si une boîte tombe à l'eau, il ne sera pas forcément surpris, ce qui n'est pas forcément le cas sur un particulier qui va investir là-dedans. Peut-être que pour lui, il y mettra beaucoup d'argent et il a beaucoup d'espoir. Mais ce qu'il a oublié, en fait, c'est que dans la plupart des cas, cette boîte sera un échec. Alors qu'un investisseur pro, ça, il le sait. Il le sait en fait dès le début. Donc forcément, il n'y aura pas les mêmes attentes et la même pression de la part de ces investisseurs-là. Et surtout, l'avantage, c'est que ces personnes-là vont très souvent avoir un réseau important, des connaissances également dans les startups et qui vont pouvoir tirer vers le haut, pas forcément tout le temps, mais en tout cas, ils peuvent être amenés à pouvoir tirer vers le haut ces entreprises-là de par leurs connaissances ou de par leur réseau. Et en général, on fait ce type d'investissement-là aussi par passion. Il y a beaucoup d'investisseurs pros, des business angels qui font ça par passion parce qu'ils aiment investir dans des entreprises au tout début. Ils aiment vraiment aider les entreprises à pouvoir se développer en partant de zéro et en essayant vraiment de faire bien développer ces entreprises-là, tout en sachant qu'il y a bien évidemment un retour sur investissement, mais qui n'aura réellement lieu que si l'entreprise a un beau succès. Parce que c'est vraiment là où on peut être amené à aller chercher un gros multiple. Donc, c'est un petit peu différent dans le marché crypto parce que dans le marché crypto, principalement, les projets vont aller chercher du retail pour aller lever des fonds. Et le retail n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes ambitions qu'un investisseur pro, ni même le même réseau ou ne pourra pas non plus peut-être apporter la même aide. Donc tout ça, il faut aussi bien le comprendre et c'est pour ça que ça peut être intéressant parfois de lever des fonds auprès
d'investisseurs particuliers, mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours une bonne chose. Voilà, donc, encore une fois, il faut nuancer un petit peu les choses. C'est sûr que du point de vue du particulier, on va se dire oui, mais c'est génial de pouvoir investir nous-mêmes dans les entreprises. Oui, mais ce n'est pas toujours une très très bonne idée. Donc, une action, grosso modo, par rapport à un token, qu'est-ce que ça permet? Donc, une action, premier point, il y a un pouvoir de vote. Alors, je sais, il peut y avoir différents types de classes d'actions, certaines qui n'ont pas de pouvoir de vote, mais on va dire de manière générale, une action, c'est avant tout un pouvoir de vote et un pouvoir de gouvernance au sein d'une société. Je rappelle quand même qu'une action, c'est un type de propriété. On possède une part de la société et ça, c'est une part totalement légale. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement juridique qui fait que si on possède 51% d'une entreprise, c'est nous qui la possédons et qui pouvons la diriger. Donc tout ça, c'est encadré par la régulation. Ensuite, une action, ça permet surtout de pouvoir percevoir un dividende. Quand il y a du bénéfice, une entreprise peut, mais en général va distribuer une partie de ce bénéfice sous forme de dividende aux actionnaires, ce qui permet d'une part de les remercier et en plus de ça, de donner une certaine valorisation à l'action. Parce que je rappelle quand même que la valeur de l'action est fortement liée au dividende. Et ensuite, il y a toute l'appréciation de l'action qui, elle, va dépendre tout simplement de la bonne santé de la société, de sa croissance, de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices, des technologies qu'elle a été capable de développer, des brevets qu'elle possède, de toutes ces choses-là, et également d'une politique parfois de rachat d'actions qui peut être un peu plus intéressante que distribuer des bénéfices qui, eux, sont toujours extrêmement taxés. Je rappelle que des dividendes, pardon. Je rappelle quand même que les dividendes sont énormément taxés en général. C'est taxé à la source par l'État dans lequel opère l'entreprise. Donc, aux États-Unis, par exemple, c'est entre 15 et 30% de prélèvement à la source. Plus après, celui qui la reçoit va de nouveau être imposé, surtout s'il vit, par exemple, en Europe ou dans des juridictions où les dividendes sont imposés. Donc, c'est massivement taxé. Donc, parfois, c'est beaucoup plus intéressant de faire du rachat d'actions. On va utiliser une partie des bénéfices pour accumuler, pour que l'entreprise puisse acheter davantage d'actions, ce qui permet d'augmenter la valeur unitaire de chacune des actions, parce que ça va également réduire la quantité, grosso modo, qui va se retrouver en circulation. Donc ça sert à ça, grosso modo, une action. Par rapport à un token, en fait, le problème du token, déjà, c'est qu'un token, ce n'est pas du tout encadré. Donc un token, on peut en faire ce qu'on veut. Il peut y avoir un pouvoir de vote dans le cadre d'une DAO, mais pas toujours. Si on prend le cas, par exemple, du BNB, le BNB, vous avez 0 vote. Ce n'est pas vous qui décidez de qu'est-ce que va faire Binance. Ce n'est pas vous qui avez le quelconque pouvoir en fait de décision sur Binance doit faire ci ou doit faire ça. Donc déjà, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de tokens qui en fait ne servent absolument pas à pouvoir influer au sein de la gouvernance. En fait, ce qui permettrait de le faire, c'est avoir des actions de Binance et non pas le BNB qui est le token de Binance. Alors là, j'ai pris le cas du BNB, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des DAO comme par exemple AV qui est une DAO. Et là, on a un pouvoir de gouvernance parce qu'il y a des votes qui vont être soumis à la communauté. Maintenant, est-ce qu'il y a des votes sur tout et n'importe quoi? Là, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on est capable de carrément virer ceux qui sont en charge de cette boîte-là parce qu'on n'est plus content d'eux? Je ne suis pas certain de ça. Donc, ça a quand même ses limites de mon point de vue, même si dans l'idée, le but est de reproduire plus ou moins la même chose. Ensuite, les dividendes, il n'y en a pas. Tout simplement, je pense que d'un point de vue réglementaire, c'est totalement impossible aujourd'hui pour un projet Web3 de distribuer des dividendes, donc une partie de leurs bénéfices aux personnes qui détiennent des tokens. Par contre, ce qu'ils vont faire plus tard, c'est que si c'est une boîte qui se retrouve cotée en bourse par exemple, eux après, ils pourront distribuer des dividendes, non pas aux holders de tokens, mais à ceux qui détiennent encore une fois des actions. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre ces différences-là, bien que je ne pense pas qu'un projet Web3 ait vocation à être coté en bourse, je vous rassure. Mais en tout cas, il y a une boîte derrière. Il y a quand même une boîte derrière parce que d'un point de vue légal, ils sont obligés. On ne peut pas non plus complètement opérer de manière décentralisée, surtout si on commence à être important et qu'on commence à vraiment se développer. Parce que sinon, le régulateur, de toute façon, va vous tomber dessus ou va vous tomber sur l'équipe de développeurs à un moment ou à un autre. Donc, il faut quand même comprendre une chose, c'est que dans ce milieu, on a souvent tendance qu'on peut passer outre les règles, mais arrivé à un moment, quand vous allez atteindre une certaine taille, vous allez devoir vous soumettre à la réglementation.
C'est obligatoire et ceux qui veulent passer outre ne seront pas capables de correctement grossir par la suite. Ensuite, autre avantage d'un token, c'est tout l'avantage qu'on a bien envie en fait, de lui donner. Hein. Ça peut proposer l'accès à un service, des réductions supplémentaires et tout ce que vous voulez. Il ne faut quand même pas oublier une chose, il y a énormément d'entreprises Web3 qui se retrouvent à créer des tokens, à les vendre, donc à récupérer de l'argent. En plus de ça, ils vont garder une grosse quantité de ces tokens-là, ce qui est un peu une aberration parce qu'ils lèvent des fonds d'un côté et en plus de ça, ils conservent quand même une très très grande partie de ces tokens-là. Mais bon, bref, peu importe. Et en plus, très souvent, ils ne vendent absolument pas d'equity. Ça, ils les gardent justement bien pour eux. Donc, pour un projet Web3, c'est vraiment le paradis parce que imaginez une startup qui peut lever des fonds sans avoir à donner la moindre part en equity. C'est génial parce qu'en fait, ils gardent 100% de la gouvernance et 100% de leurs actions, ils les gardent pour eux. Ils ont émis un autre token auquel il va falloir trouver une utilité plus tard. Parfois, ils vont dire on fait une DAO comme ça, on fait croire aux gens qu'ils ont un pouvoir de gouvernance. En fait, ils vont les faire voter pour deux, trois trucs et basta. Et puis, on va donner une petite réduction par-ci, un petit avantage par-là. Et le problème, c'est que vu que ce n'est pas encadré, honnêtement, dans la plupart des cas, les tokens ne servent absolument à rien. Ils ont juste été créés pour lever des fonds et ensuite on essaie de leur donner un semblant d'utilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des tokens qui sont utiles, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que malheureusement, dans beaucoup de cas, ils ne servent pas à grand chose. Voilà. Et aussi le token, c'est un moyen d'échange de valeur dans les blockchains de type Layer 1. Ça, clairement, c'est une utilité, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou d'autres types de tokens, où là, il y a réellement une utilité derrière avec un réel moyen d'échange de valeur. Mais encore une fois, ça reste qu'une très très faible minorité de ces projets-là qui ont émis des tokens qui ont une réelle utilité. Dans la plupart des cas, ce n'est pas forcément le cas et je doute que même dans la plupart des cas, sur une DAO, on ait le même pouvoir qu'un actionnaire peut avoir sur une entreprise. Voilà. Regardez ce qui s'est passé sur OpenAI. L'actionnaire majoritaire Microsoft, qui a 49% je crois des parts, fait ce qu'il veut. Voilà. Ça veut dire que s'il veut virer le conseil d'administration, il le vire. S'il veut virer le CEO, il le vire. S'il veut tout changer, il change tout. Il fait ce qu'il veut. Je ne suis absolument pas certain que dans le cadre d'une DAO, on ait ce pouvoir-là. Voilà. Et donc, encore une fois, essayez vraiment de faire un parallèle le plus objectif possible entre ce qu'on peut faire avec une action et ce qu'on peut faire avec un token. Et vous verrez quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de différences. Il y a beaucoup d'avantages par rapport à avoir un token, mais l'avantage, il est des deux côtés. Il est autant pour l'entreprise Web3 que parfois pour le client. Et parfois, ça penche plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience parce que dès qu'on parle de valorisation de token, il faut vraiment avoir conscience de ça, sinon ça ne sert à rien en fait de parler d'une quelconque valorisation. Donc, la valorisation des startups, en général, de base, c'est déjà extrêmement complexe. Elle est définie principalement lorsqu'il y a des levées de fonds auprès d'investisseurs pros qui, techniquement, savent évaluer des boîtes. Je dis bien techniquement parce que dire que c'est un investisseur pro, ça ne veut pas dire que les mecs sont des génies et qui savent parfaitement évaluer des boîtes. Loin de là, il y en a qui sont extrêmement mauvais, d'autres qui sont bien meilleurs, mais dans la moyenne quand même, je pense que des investisseurs pros sont beaucoup plus à même de valoriser correctement des boîtes que des investisseurs particuliers qui n'ont quasiment aucune notion en termes de valorisation d'entreprise et qui, eux, très souvent, n'ont qu'un intérêt purement financier ou alors de soutien parce qu'on connaît l'équipe, on connaît le projet, etc. Mais il faut vraiment avoir cette nuance-là. Encore une fois, c'est mon avis. Il n'est pas du tout tranché, je peux avoir tort ou raison, peu importe, mais ça reste mon avis par rapport à ça. Donc, les valeurs parfois sont clairement spéculatives également, mais on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux que par rapport au projet crypto. Une startup aujourd'hui qui se lance, qui a un petit chiffre d'affaires où ça commence un petit peu à tourner, etc., c'est valorisé de 3 millions, pas plus. Allez, parfois, s'il y a un brevet ou une technologie qui peut être innovante, ça peut monter un petit peu plus. Mais en général, une startup à ses débuts, ça ne vaut pas 10 millions. Ça vaut bien moins que ça. Alors même si l'équipe fait tout pour la survendre, ce qui est normal, en général, on les fait un petit peu redescendre sur terre et on leur fait vite comprendre que non, au final, la valorisation, ce sera ça. Le problème dans les cryptos, c'est qu'il n'y a pas en fait vraiment ces acteurs-là pour ces projets-là. Et donc, de mon point de vue, ça
gonfle énormément les valorisations et on peut se retrouver avec des projets qui sont tout de suite valorisés à 50 ou 100 millions. Bon, dans la finance traditionnelle, dans le monde réel, j'ai envie de dire beaucoup plus classique, une boîte va pas être cotée 100 millions comme ça en l'espace de quelques mois. Enfin, honnêtement, ça n'existe pas, ou quasiment pas. Il y aura peut-être une exception, vous me direz, mais en tout cas, dans la moyenne, ça n'existe pas. Dans les cryptos, j'ai envie de dire, c'est pratiquement limite le cas pour tous les projets qui ont un petit peu de succès. Donc c'est là où vous comprenez bien que tout de suite, en termes de valorisation, c'est difficile de faire un vrai parallèle entre ce qu'on fait déjà aujourd'hui sur la valorisation des startups et ce qui se fait aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Donc, l'analyse fondamentale sur les crypto-monnaies, tout ça pour vous dire que déjà à la base, c'est compliqué. Mais en plus de ça, aujourd'hui, le gros du problème, c'est le manque de régulation et d'encadrement de ces entreprises-là. Il y a un manque de transparence qui est extrêmement élevé. Aujourd'hui, allez demander à votre projet crypto combien ils ont d'employés, quelles sont leurs dépenses, est-ce qu'ils ont de la dette, qui possède quoi dans la société, est-ce qu'il y a des investisseurs privés. En général, tout est une boîte noire. C'est extrêmement opaque, il n'y a aucune transparence. Alors ça, c'est plutôt ironique parce que le Web3 se veut transparent, décentralisé et tout ce que vous voulez. Mais en fait, quand on creuse et qu'on essaie d'avoir vraiment des infos par rapport au projet, en fait, c'est une boîte noire. Et la seule chose qu'on arrive à avoir, c'est ce qu'il y a de disponible on-chain. Ça veut dire les portefeuilles que possède la société. Ça va être les comportements qu'ils ont justement sur ces portefeuilles-là. Donc, on peut quand même vérifier un petit peu ce qu'ils font. On peut vérifier effectivement si la token economics a correctement été respectée. Et encore, quand bien même, il y a un minimum de transparence par rapport aux adresses qui possèdent les différents tokens tels que ça a été prévu à l'origine. Donc, ok, il y a un peu de transparence au niveau du token, mais mis à part ça, sinon ça reste une boîte noire. Et donc comment est-ce que vous faites pour analyser une boîte quand il y a une boîte noire d'un côté et une token economics de l'autre? Vous vous basez uniquement sur ce que vous avez, donc ça veut dire sur une token economics, mais honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant et ça fait qu'aujourd'hui, il y a une complexité énorme à pouvoir valoriser les projets crypto, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que ça se sera amené à évoluer. De mon point de vue, en fait, c'est autant bénéfique pour les investisseurs que néfaste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça laisse la place à tout et n'importe quoi en termes de valorisation. Donc ceux qui l'ont bien compris et qui vont appliquer des stratégies qui sont intelligentes par rapport à ça, ils vont être capables de gagner beaucoup d'argent. Et ceux qui ne l'ont pas compris, ils vont complètement se faire rincer. Alors, je ne dis pas que quand on investit dans une startup classique, on ne se fait pas rincer. On se fait rincer les 3/4 du temps parce que comme toute startup, en fait, le taux d'échec est super élevé. Mais l'avantage, c'est qu'en général, c'est un peu moins une boîte noire. Il y a un peu plus de devoir de transparence, même si, encore une fois, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation de tout publier. Et ce n'est pas non plus audité ni quoi que ce soit, loin de là. Mais par contre, voilà, on va dire qu'il y a un petit peu moins d'abus. Dans les cryptos, il y a un peu plus d'abus, je pense. Il y a beaucoup plus de spéculation. Et donc, c'est autant à notre avantage que non. Parce que bien évidemment, quand ça monte, tout va bien. Et quand ça baisse, là par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est tout l'intérêt en réalité de la crypto. C'est que tant qu'il y a ce mode de fonctionnement-là, on aura beaucoup de spéculation. Et on aura toujours une telle difficulté à valoriser des projets qu'on peut dire que ça vaut 10 comme ça vaut 50. Et en fait, personne ne pourra réellement dire si c'est bon ou pas bon. Et donc ça, c'est autant intéressant que pas intéressant. Et on verra justement par la suite pourquoi. Pourquoi est-ce que ça peut vraiment être intéressant si on applique correctement les bonnes méthodes. Donc, la volatilité sur les projets crypto, elle est extrêmement élevée. Encore une fois, elle est vraiment très 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 élevée parce qu'on se retrouve avec des tokens qui sont listés dès la jeunesse du projet. Encore une fois, une startup n'est pas cotée en bourse tout de suite. Ça prend plusieurs années. Et rien que pour le coup, pour être considéré comme une small cap, mais avoir des actions qui sont quand même cotées en bourse, il faut déjà être vachement valorisé et avoir beaucoup de valeur en termes de société. Et honnêtement, la plupart des projets crypto, ils n'en sont même pas à ce niveau-là. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc plus c'est petit, plus c'est dur à valoriser. Et encore plus, à mon avis, dans le marché crypto et encore plus dans un secteur disruptif comme celui du Web3. Parce que plus c'est technique, plus c'est compliqué à valoriser. C'est beaucoup plus facile de valoriser une société de type SaaS sur un secteur que l'on connaît bien, par exemple. Mais quand il y a de la technologie qui va rentrer en jeu
de la disruption et pas mal d'inconnus sur l'évolution de la tech, c'est beaucoup plus compliqué et donc très souvent on tire vers le haut la valorisation. Maintenant, une question que j'ai envie de vous poser, combien de tokens que vous conservez depuis, en tout cas ceux qui sont là depuis un petit moment, combien de tokens que vous conservez depuis plus de 5 ans, combien de ces tokens-là ont encore de la valeur aujourd'hui? Ça, c'est la première des questions que j'aimerais que vous vous posiez. La deuxième des questions, c'est et parmi ces tokens, comment ont évolué les projets Web3 qui les accompagnent? Est-ce qu'ils ont évolué dans le bon sens? Est-ce qu'ils ont complètement stagné? Est-ce qu'ils sont complètement morts aujourd'hui? Encore une fois, posez-vous ces questions. Est-ce que ces projets ont connu une croissance du nombre d'utilisateurs? Est-ce que ces projets commencent à faire des bénéfices? Parce qu'au bout de 5 ans, ce serait quand même pas mal qu'on soit plus en mode on est une startup, on innove, on développe, on s'en fout du business model parce qu'arrivé à un moment, il faut être capable d'avoir un modèle économique qui est viable. Donc, est-ce que les projets dans lesquels vous avez investi ont des modèles économiques qui sont viables ou alors est-ce que ces projets continuent encore aujourd'hui à vivre sur les tokens qu'ils possèdent toujours encore aujourd'hui parce qu'ils en avaient en très très grande quantité et est-ce que ce projet a été capable de correctement évoluer d'un point de vue technologique pour ne pas se retrouver dépassé avec tous les nouveaux projets qui sortent aujourd'hui. Voilà. Donc, posez-vous toutes ces questions-là et vous verrez que sur 100 projets, il y en aura peut-être 1, 2 où vous allez me dire oui à toutes les questions que j'ai pu vous poser. Et ces projets-là, aujourd'hui, font partie des projets les plus capitalisés. Donc, vous voyez qu'en termes de réussite, c'est toujours pareil, c'est une infime partie des projets. Et encore, là, je vous ai dit 1 ou 2 projets sur 100, mais j'aurais pu dire 1 sur 1000 en réalité. Et je pense que j'aurais été un petit peu plus juste. Donc ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Donc déjà, gardez bien en tête que ceux qui vont garder leur token sur une longue période de temps, en fait, vous n'avez quasiment aucune chance que ce token-là, il continue à croître d'année en année, cycle après cycle. Dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une phase d'intérêt à un moment ou à un autre. Et c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Ensuite, le projet sera complètement mort. Et donc ça doit déjà vous donner la puce à l'oreille par rapport à la stratégie à adopter sur la plupart des projets crypto, qui est faire du court terme et ne surtout pas faire du long terme. Parce que sinon, vous allez juste vous retrouver à être investi sur des projets qui vont tous mourir. Et peut-être que vous en aurez 1 ou 2 qui auront survécu, mais est-ce qu'ils vont être capables de compenser la perte de tout ce que vous avez engendré sur tous les projets que vous n'avez pas été capable de vendre? Posez-vous les questions. Encore une fois, c'est important vraiment de faire cette réflexion-là. Donc, le principal problème, à mon sens, c'est le fait, donc, comme j'ai pu le dire, de laisser les particuliers qui, souvent, n'ont aucune connaissance ni information pour valoriser correctement une entreprise, décider du prix d'un token. Qu'on ne se le cache pas, encore une fois, dans 99% des cas, les particuliers, quand ils investissent, ils ont un intérêt financier qui est le truc numéro 1. Leur intérêt, c'est que le token soit listé sur des grosses plateformes d'échange pour gagner plein de pognon. Voilà, et ça, il faut le dire. Il faut arrêter en fait de se voiler la face. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Donc, est-ce que vous pensez que ces personnes-là, ils sont à même de prendre les bonnes décisions pour l'entreprise pour qu'elle aille dans le bon sens, dans le sens commun pour tout le monde, pour que la boîte puisse correctement croître? Voilà, je ne suis pas certain. Je ne suis vraiment pas certain de ça. Maintenant, de même que pour les VCs, quand ils vont investir dans des seeds ou des pré-seeds de projets Web3, il y en a beaucoup qui ne investissent là-dedans que parce qu'il y a un intérêt spéculatif. Point barre. Et ça, à mon avis, ça doit représenter beaucoup de projets. Parce qu'il y a un intérêt d'investir dans des tokens qui vont se retrouver débloqués très rapidement, bien plus rapidement que sur du private equity classique, où là, on va devoir attendre 4 à 5 ans pour commencer un petit peu à pouvoir vendre de l'equity. En fait, sur les cryptos, en l'espace de 1 an ou 2 parfois, c'est suffisant pour avoir récupéré déjà une partie des tokens et pouvoir les vendre sur des places de marché qui sont déjà liquides. Donc, sans aucun problème. Donc, les VCs, ils y voient un intérêt principal de liquidité. Encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose pour les projets crypto? Non. Parce que si le seul intérêt des VCs, c'est prendre du token pour après le dumper, ça ne sert absolument à rien. Donc, je pense que il y a, encore une fois, c'est ma perception des choses. Je n'ai pas de chiffres précis quand je dis ça, mais
je pense ne pas me tromper quand je dis qu'il y a un taux d'échec sur les projets crypto qui est encore plus élevé à cause de ça. Voilà. Donc dans les startups classiques, si on investit sur 100 boîtes, voilà, il y en a toujours quelques-unes, si on les choisit à peu près correctement, qui vont réussir à plutôt bien s'en sortir et parfois même certaines devenir vraiment des véritables pépites. Dans les cryptos, à mon avis, c'est encore un level supérieur en termes de complexité. Voilà. Et à mon avis, ce n'est pas aidé par les VCs qui sont peut-être beaucoup trop gourmands et qui viennent là que pour le gain rapide. Et de la même manière, vous me direz, pour les particuliers également. Ce ne serait pas plus mal que les projets crypto ils aient un token qui soit bloqué sur les 4 ou 5 premières années. Voilà. Honnêtement, je trouve que l'idée serait pas trop mal, ce qui leur permettrait vraiment de ne pas avoir de pression de la part de la communauté, de la part des VCs, de ne pas avoir non plus de valorisation, ce qui peut être extrêmement néfaste pour l'intérêt de tous les employés. Honnêtement, savoir que leur token vaut tant chaque jour, ce n'est pas forcément une très très bonne idée non plus. Et donc tout ça, moi je me demande si c'est si bénéfique que ça. De mon point de vue, ça paraît plus néfaste, mais encore une fois, c'est mon avis et je peux me tromper par rapport à ça. Donc, maintenant, on va passer au dur. On va essayer de voir en fait tout simplement, rapidement, aujourd'hui, est-ce que les projets crypto sont correctement valorisés ou pas. Voilà. Alors bien sûr, encore une fois, j'ai déjà expliqué qu'il ne faut pas vraiment comparer actions et tokens, mais on n'a pas franchement beaucoup de choix si on veut être capable de valoriser un minimum les tokens aujourd'hui. Et donc, on va faire un exercice qui est plutôt simple sur un projet que j'aime bien, qui s'appelle AV. Donc AV, c'est une des principales applications Web3 dans la DeFi qui permet aujourd'hui de faire du prêt, de générer du rendement également sur des dépôts. Il y a également un stablecoin et en plus, c'est une plateforme aujourd'hui qui est ouverte aux investisseurs pro également via Fireblock. Voilà. Donc, AV, c'est une capitalisation au niveau de leur token de 1,5 milliard et une capitalisation totale, si je prends en compte les tokens qui ne sont pas encore libérés, de 1,7 milliard. Donc en fait, quasiment tous les tokens sont libérés aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus rien de bloqué. Ce qui est une très bonne chose pour la valorisation d'un projet. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, la capitalisation moyenne des boîtes du S&P, c'est 75 milliards de dollars. Donc, vous voyez que AV à côté de ça, c'est peanuts, c'est du vent. Et pourtant, on parle d'un des plus gros projets DeFi. Donc, c'est pour remettre un petit peu en perspective par rapport aujourd'hui à la valorisation des boîtes dans le Web3, qui, de mon point de vue, sont absolument pas sur des niveaux qui sont délirants aujourd'hui. Le revenu annuel net moyen des boîtes du S&P, c'est 3 milliards par an. Voilà. AV, là je vous mets le graphe qui nous montre les revenus sur 2022, on n'a pas encore les données sur 2023, c'était 186 millions de dollars. Donc encore une fois, c'est peanuts, c'est juste des miettes. C'est des miettes par rapport aux grosses boîtes du S&P 500. Donc à ce jour, AV, c'est un AUM de 9 milliards. Donc encore une fois, 9 milliards pour certains, ils vont se dire « Waouh, c'est génial ». En fait, non, c'est peanuts. Je rappelle encore une fois de plus que la valorisation moyenne des boîtes du S&P, c'est 75 milliards. Et je parle que de la valorisation. Voilà. Donc, quand il y a 9 milliards en AUM, on peut se dire c'est beaucoup pour la crypto, oui, mais dans le monde réel, c'est peanuts. D'accord ? C'est vraiment rien du tout. Donc, AV, c'est une boîte dans le Web3 qui a fortement évolué et qui répond à oui à toutes les questions auxquelles justement j'ai pu vous poser tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est une boîte qui a correctement évolué, qui a lancé il n'y a pas très longtemps sa V3. Ils ont lancé une plateforme pour institutionnels, donc vraiment ils s'ouvrent également à la régulation. Et aujourd'hui ils ont carrément créé une plateforme avec du KYC, etc. vraiment pour les investisseurs pro puissent également profiter de leurs services. Ils ont lancé leur stablecoin et ils évoluent de mon point de vue dans le bon sens aujourd'hui, avec une belle croissance en termes d'utilisateurs et de revenus, malgré les cycles. Et on n'est pas en fait sur des projets où tout simplement il y a la foule qui arrive par pur opportunisme, qui prend un maximum d'argent et qui va repartir. Comme malheureusement, c'est le cas dans la plupart des projets, où on vient, ça repart, on vient, ça repart. Là, même en bear market, c'est quand même une boîte Web3 qui a généré un petit peu moins de 200 millions de dollars de revenus, ce qui n'est pas non plus dégueulasse, surtout compte tenu du contexte. Voilà. Alors maintenant, si on veut essayer juste de valoriser cette boîte de manière extrêmement simple, on ne va pas rentrer dans des détails hyper calcul. De toute façon, ce n'est pas mon corps de métier. Moi, je ne suis pas un investisseur de type
business angel ou tout ce que vous voulez. Je ne passe pas mon temps à valoriser des boîtes pour essayer de savoir si c'est intéressant ou pas d'investir dedans. Ce n'est pas du tout mon délire. Moi, je n'aime pas du tout ça. Moi, je délègue. Quand j'investis, par exemple, en private equity, j'investis dans des fonds qui sont spécialisés là-dedans parce que ce n'est pas mon métier. Moi, je sais là où je suis bon, je sais là où je ne le suis pas et là où je n'ai pas envie de passer du temps. Et je pense que ça, c'est également important. Ne croyez pas que vous serez capable de tout faire en investissement, c'est complètement faux. Donc si on se base sur un calcul simple, en prenant une boîte de type SaaS, et on va se baser en fait sur le ARR, donc ARR c'est Annual Recurring Revenue, donc revenu annuel récurrent en français. On va dire que le minimum du minimum en général c'est faire un x4 pour être capable de faire une valorisation, mais dans la tech c'est très commun qu'on puisse monter sur du x20. Voilà. Et même parfois du x40, mais bon, on va rester sur du x20. Par rapport aux revenus générés par AV, si on fait un x4, ça fait une capitalisation de 750 millions de dollars. Et un x20, 3,7 milliards. Donc, est-ce que vous pensez que AV, qui aujourd'hui a une market cap totale de 1,7 milliard, est réellement surévalué? En tout cas, si on se base sur ces méthodes de calcul-là, de mon point de vue, absolument pas. En tout cas, oui. Oui, c'est clairement sous-évalué par rapport à leur token, sachant que là, il y a un vrai token de gouvernance, pour le coup, mais qui n'a que ce rôle-là. En fait, le token ne sert pas à grand-chose de plus. Il sert à avoir une petite réduction sur l'emprunt de leur stablecoin. Mais grosso modo, sinon, il ne sert pas à beaucoup plus de choses. Après, on peut le mettre en staking. Mais voilà, grosso modo, il n'a pas non plus exactement les mêmes caractéristiques qu'une action. On ne gagne pas d'argent à être sur AV directement. Plus ils font de revenus, plus on ne va pas percevoir de dividendes, par exemple. En tout cas, pas encore. Après, à voir si demain, les choses évoluent d'un point de vue réglementaire. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais de mon point de vue, ça en fait quand même un token qui n'est pas du tout sur des excès en termes de valorisation. Et justement, ce type de token-là, disclaimer, ce n'est pas un conseil en investissement. Ça fait partie des rares tokens que je suis capable de holder sur des tendances haussières sur plusieurs années. Voilà, en tout cas plusieurs mois, voire même des années. Et Dieu sait que moi, en général, je fais que de la gestion active, sauf sur du BTC ETH où je peux toujours en avoir un petit peu de côté. Et également, parfois, des projets comme ça en plus que j'utilise parce qu'ils ont également un super intérêt pour emprunter des fonds et pour faire rémunérer également du stablecoin, ce qui est hyper intéressant. En tout cas, ce n'est pas le but de la vidéo de parler de ce projet-là. Bref, ensuite, si on regarde le BNB avec Binance. Binance et le BNB, c'est 34 milliards de capitalisation, un revenu annuel pour 2023 qui était à 8 milliards et qui n'est même pas encore terminé, et 12 milliards en 2022. Encore une fois, bear market. 12 milliards de revenus. Là, ça commence à taper par contre dans les boîtes du S&P en termes de revenus. Si on applique ce ratio-là, 12 milliards de revenus et 9 milliards, on va dire que ça fait une moyenne à 10. 10, on fait x4, on est à 40 milliards déjà. 40 milliards, la capitalisation du BNB, c'est 34. Donc vous comprenez bien en fait que, encore une fois de plus, si on applique ça sur le token, on pourrait se dire le BNB, il est franchement pas du tout surévalué. Encore une fois, le BNB a certaines caractéristiques d'une action, non pas du tout sur la gouvernance, mais sur par contre les revenus. Dans le sens où un certain pourcentage des revenus de Binance est utilisé pour brûler des BNB. Bon, le seul problème de ça, c'est qu'en réalité, ils vont, je ne sais pas, en fait, justement là j'ai un doute en vous le disant comme ça, à vérifier, mais je ne crois pas qu'ils prennent vraiment les bénéfices et qu'ils vont aller acheter sur le marché une quantité supplémentaire de BNB pour réduire la quantité qui est disponible. Je crois que ce qu'ils font, c'est uniquement, ils détruisent une partie des BNB qu'ils possèdent déjà. Et vous voyez qu'il y a une nuance déjà par rapport à ce qu'on peut faire sur le marché traditionnel quand on fait du rachat d'actions. Voilà. Mais à vérifier, j'avoue que je ne suis pas certain à 100% de ce que je viens de dire, mais il me semble en tout cas que ça fonctionne de cette manière-là. Moi qui voulais faire une vidéo qui ne dure pas plus de 20 à 30 minutes, encore une fois, on est presque à la fin, mais on n'y est pas. Alors, pour gagner de l'argent dans ce marché, il faut comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, être lucide et arrêter de croire que les valorisations, ils ont parfois du sens. Voilà, je vous ai expliqué justement pourquoi est-ce que dans la plupart des cas, en fait, il y a énormément de projets qui sont valorisés, qui sont très très mal valorisés. Certains, de mon point de vue, le sont correctement, ce qui est le cas par exemple de projets comme AV ou même comme le BNB de Binance. Je ne trouve pas ça déconnant, la valorisation que les tokens peuvent avoir, même si c'est sujet à discussion par rapport à l'utilité réelle du token. Je vous l'accorde, ce n'est pas une action.
Mais il y a toute une irrationalité qu'il faut être capable de comprendre. Et si on l'accepte, on est capable ensuite d'en tirer profit. Il faut comprendre que lorsqu'on a un mème qui est valorisé plusieurs milliards, c'est juste l'expression de la folie humaine. C'est juste la cupidité. C'est juste la manipulation de la foule. C'est rien de plus. Donc c'est une opportunité pour ceux qui l'acceptent. C'est un piège pour les naïfs qui pensent que c'est un projet intéressant. Donc là, vous comprenez bien ce que je dis, j'espère. Et c'est comme ça en fait qu'on est capable d'en tirer profit. C'est sûr que ceux qui pensent que c'est bon, ils vont devenir millionnaires parce qu'ils ont vu sur Twitter qu'il y a un mec qui est devenu millionnaire en ayant investi sur Bank, par exemple. Bon, mais au final, ce que ces gens en fait ne comprennent pas, c'est que pour être multimillionnaire, il fallait être au tout début. Que ceux qui sont en train de rentrer maintenant, c'est juste en fait tout simplement les derniers des derniers du troupeau qui sont en train de rentrer sur un token qui est déjà totalement délirant en termes de valorisation. Et en général, un listing sur une grosse plateforme d'échange comme Coinbase ou Binance, c'est le signal de fin. Voilà. Donc encore une fois, ça vous en faites ce que vous voulez, mais pourtant c'est la réalité c'est vraiment la réalité des choses. Donc comprendre les mouvements de foule, c'est comprendre dans quel projet placer son argent pour être capable de spéculer. Encore une fois, je parle de spéculation, je ne parle pas d'investissement. On n'investit pas sur Bank, d'accord? On n'investit pas sur Shiba. On n'investit pas en fait sur ces shitcoins. On spécule dessus. On fait du gain à court terme. Là, je dis oui. Ceux qui par contre me parlent d'investissement, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas de l'investissement là-dedans. Parce qu'il n'y a rien derrière, hein, je vous rassure. Hein. Ces projets, il n'y a strictement rien derrière, mis à part juste une foule en délire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et la foule en délire, elle va rester en délire un certain temps. Et dès qu'elle va commencer à partir, les premiers qui vont partir, ils vont gagner de l'argent. Ceux qui vont rester trop longtemps, eux, ils vont se faire rincer. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Donc ce que je dis, en termes de spéculation, de mon point de vue, ce n'est pas valable pour les portefeuilles à 6 chiffres ou plus. J'estime que si on a la capacité de pouvoir investir plusieurs centaines, voire plusieurs millions de dollars dans les crypto-monnaies, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher un tel niveau de risque. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je reste tranquillement sur une stratégie indicielle, principalement exposée en BTC ETH, avec quelques alts, avec du Sol, du AVAX par exemple. Et tiens, justement, là, on me trollait par rapport à AVAX. Là, il y a petite pique là, gratuite. On me trollait par rapport à AVAX il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ben, voilà, encore une fois de plus, moi, je ne ferai pas trop le malin quand on parle de valorisation parce que, encore une fois, l'irrationalité des marchés, personne ne peut la prédire. Et en fait, il y a des projets comme AVAX qui ont eu une super performance. Il y a d'autres projets qui peut-être ont des fondamentaux beaucoup plus solides, en tout cas ce que certains peuvent penser des projets comme Cosmos, qui sont très très loin de faire la valorisation de cette année par rapport à d'autres projets comme Sol ou Avalanche par exemple. Donc encore une fois, prudence par rapport au fondamental. Très souvent, même très régulièrement, la corrélation avec le prix, elle n'existe quasiment pas. En tout cas, sur du court terme, en l'espace de quelques mois, voire de quelques années parfois, ce n'est pas suffisant pour justifier une prise de valeur sur un token. Voilà, bref. Donc, si on a un portefeuille à 6 chiffres ou plus, BTC, ETH, quelques grosses alts, du private equity. Si vous voulez investir dans des VCs directement, dans des gros fonds, il y a des fonds comme Pantera, etc. Où vous pouvez rentrer avec des tickets. Je crois que le dernier fonds, c'était 1 million de dollars minimum pour rentrer là-dedans. Donc, encore une fois, c'est pour les gros portefeuilles. Mais là, au moins, vous serez exposé aux principaux nouveaux projets crypto dans lesquels Pantera aura pu investir en tant que seed, pré-seed ou même ensuite dans des séries A, B, C ou D, que ce soit sur de l'equity ou du token. Mais pour gagner de l'argent rapidement, dans une tendance haussière, je précise bien en tendance haussière parce que sinon ça ne marchera pas, il faut être capable de prendre de la hauteur et être plus intelligent que la foule. Et là, ça peut être intéressant. Donc déjà, en fait, ceux qui sont beaucoup trop terre à terre, en mode non mais les valorisations c'est du n'importe quoi, etc., etc. Bon, si on pense comme ça, en fait on ne prend pas de risque. Là je le dis clairement. Je pense que si on veut gagner de l'argent rapidement, il faut être à même de prendre du risque. Pour prendre du risque, il faut être dans le sens de la foule, mais il faut être au début. Au début, quand il y a vraiment le début du mouvement de foule, c'est là où c'est intéressant, c'est là où on peut correctement gagner de l'argent et être capable par la suite de sortir. Donc là, je vais terminer cette vidéo en vous donnant un petit peu les règles d'or. Les règles d'or, en fait, pour survivre, justement, si on veut spéculer sur des projets qui sont très risqués, mais qui peuvent également rapporter beaucoup d'argent et qui, de mon point de vue, sont intéressants
si on n'a pas un gros capital, qu'on veut être capable de le faire grossir, je suis d'accord, c'est intéressant d'aller spéculer sur des petits projets. Parfois, on a eu le sentiment que je disais que ce n'était pas forcément une bonne chose. En fait, très souvent, je parle pour moi. Et effectivement, tout le monde n'est pas comme moi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé comme moi, par contre, avec pas beaucoup. Et effectivement, là, il faut aller chercher beaucoup plus de spéculation. Mais encore une fois, ne soyez pas le dindon de la farce à être celui qui va rentrer en dernier. Voilà. Parce que c'est là où vous allez complètement vous faire rincer. Donc, dans les règles d'or, comprendre la valorisation n'a souvent aucun sens. Donc ça, déjà, il faut l'accepter. Donc ceux qui commencent à dire « oui, mais c'est n'importe quoi, ça vaut 100 $, ça ne pourra pas aller plus haut », c'est complètement faux. En fait, la folie humaine n'a aucune limite. Donc ça veut dire qu'en termes de valorisation, on peut toujours aller à 200 et à 300. Et au final, celui qui ne voulait pas acheter à 100, eh ben, il a raté un x3. Bon, après, là, dans l'exemple que je vous donne, faire un x3 alors qu'il y a un risque de se faire un moins 50, ce n'est pas forcément une très très bonne idée non plus, je vous l'accorde. Mais c'est juste pour l'exemple de vous dire qu'en réalité, on ne peut pas dire à chaque fois que non mais telle valorisation c'est n'importe quoi, c'est pas tenable. C'est pas tenable à long terme, là je vous l'accorde. Mais à court terme, sur quelques mois, ça peut totalement l'être. Donc ça également, il faut le prendre en compte. Comprendre qu'en période haussière, la foule, elle est très optimiste. Elle est toujours extrêmement optimiste et elle peut acheter des tokens à des valorisations qui n'ont aucun sens et ça peut durer des mois. Donc ça également, il faut en avoir conscience. Il faut être capable de ne pas vendre trop tôt, mais d'être quand même capable de vendre pour être capable de faire des gros multiples. C'est pas simple, hein, je vous l'accorde, c'est pas simple du tout, mais ça reste quand même possible. Comprendre qu'il faut toujours être parmi les premiers à rentrer ou alors comprendre comment gérer ses risques. On peut rentrer sur un mouvement déjà lancé, mais comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, si votre ratio au final il fait à peine 1 ou 2 et que votre niveau de risque c'est moins 50%, enfin c'est 50% de perte, bon vous comprenez bien que le ratio il n'est pas ouf. Donc si vous gérez correctement vos risques avec des bons ratios, on peut ensuite s'amuser à spéculer, mais là c'est quand même plus pour des traders en général que pour des personnes qui ne maîtrisent pas trop le trading. Mais le trading vous aidera toujours à investir dans des projets comme ça. Comprendre que ces projets ne reposent sur rien et que vendre, ça va vous sauver le portefeuille. Et là, on en revient à ce que je disais par rapport aux questions d'auparavant. Ceux qui hold, en fait, ils font une erreur monumentale. Il ne faut jamais holder des projets comme ça. On hold uniquement des projets qui ont des fondamentaux déjà vraiment prouvés et pas des soi-disant projets qui vont tout révolutionner, etc. Non, je parle de projets en fait qui sont là depuis des années, qui ont un business model, qui ont une vraie base d'utilisateurs, comme des projets comme AV. Moi, si une personne me dit je hold du AV, je ne pourrais pas lui jeter la pierre. Je peux comprendre. Par contre, s'il me dit que il hold un projet qui vient à peine d'apparaître dans le top 100, en mode ça va tout révolutionner, non. Là, je lui dirais c'est complètement stupide. Non, ce qu'il faut faire, c'est spéculer. Tu as fait un bon coup dessus, très bien. Sors de tes biais psychologiques, arrête de t'attacher à ce projet, arrête ton tribalisme et vends-le. En tout cas, apprends à vendre et commence à liquider tes positions. Comprendre qu'il faut aller chercher des niveaux irrationnels sans tomber dans le piège de la foule qui va tout le temps vous pousser à rester investi. Ça c'est vraiment le classique. En fait, la foule va systématiquement vous conforter dans votre position en mode « il ne faut pas vendre ». On ne vend pas, on ne vend pas, on ne vend pas, je vise le million, il ne faut pas vendre. Alors encore une fois, si on est rentré au tout début, on peut viser vraiment des très très gros multiples. Si on est vraiment rentré au tout début, c'est possible. Mais si vous rentrez dans un mouvement qui est déjà lancé, prenez un peu, mais visez pas la lune parce que ça ne servira à rien, on n'ira pas et sinon vous vous ferez rincer. Encore une fois de plus, ça ne montera pas non plus en ligne droite sans s'arrêter. À un moment ou à un autre, ça va se retourner. Comprendre qu'un projet qui monte n'a rien de révolutionnaire et arrêter d'être dans le mouvement de la foule, de tous les mecs qui, dès qu'on va dire qu'un projet est trop valorisé, que ça va retomber, etc., d'être en mode agressif sur ces personnes-là. Ces personnes-là, ils ont raison. Dans la plupart des cas, ces projets valent rien. Et les tokens valent rien. Ils vont bien retomber à un moment ou à un autre. Ceux qui s'excitent quand on dit ça sont ceux qui sont complètement dans la foule, totalement naïfs et qui vont complètement se faire rincer. Vous devez être beaucoup plus intelligent que ça. Et comprendre que oui, ces projets vont se faire défoncer à un moment ou à un autre. Et vous, justement, votre but, ça va être de réussir à en sortir avant, de limiter la casse au maximum. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple. Ça peut demander beaucoup de temps, mais c'est important, c'est vraiment important de comprendre ça. Sécurisez vos profits sur des actifs qui sont moins risqués.
Le piège, quand on fait trop de la spéculation sur des projets comme ça, c'est qu'on fait que ça. Tout ce qu'on gagne, on le réinvestit avec un niveau de risque qui au final va être toujours extrêmement élevé. Et ça va marcher un temps, mais dès que la musique va s'arrêter, ça va être terminé. Et là, vous allez vous prendre une correction dans la gueule, un moins 50% en quelques semaines, vous n'allez rien comprendre, vous ne comprendrez pas ce qui va se passer et vous ne saurez pas quoi faire. Voilà. Et vous verrez toutes vos plus-values qui vont se faire complètement laminer. Combien de personnes avaient des PNL à plusieurs millions en train de faire tous les malins sur les réseaux sociaux et au final n'avoir rien fait et avoir vu tout le prix retomber et au final se retrouver à prendre parfois encore un petit peu de profit quand ils sont rentrés vraiment tôt, mais être comme des cons parce qu'ils auraient pu gagner plusieurs millions et par simple cupidité, naïveté et entraînés dans la foule, être incapables de vendre. Donc ça également, il faut vraiment en avoir conscience. Donc toujours être dans le sens de la foule, suivre l'argent, les écosystèmes, être dans les écosystèmes qui attirent le plus et arrêter de vouloir anticiper. Le nombre de personnes qui sont tout le temps là en train de vouloir anticiper. Non mais Solana, c'est trop tard, donc maintenant je vais aller sur Cosmos parce que le fondamental il est bon, donc je pense que ça va pumper. Mais vous en savez rien. Encore une fois, ça se trouve la hype sur Solana, elle va encore durer 6 mois. Et ça se trouve durant 6 mois, il y aura plein d'ICO, plein d'airdrops, plein de trucs qui auront pu vous faire gagner plein d'argent. Vous, ça fait 6 mois que vous êtes sur Cosmos et il ne se passe rien. Non, ça ne sert à rien en fait tout simplement. Arrêtez de vouloir anticiper. Suivez la foule de manière intelligente. Si tout l'argent et toute l'attention est concentrée sur un écosystème, allez sur ce putain d'écosystème. N'allez pas ailleurs et mettez votre ego de côté en mode « je me suis trompé, je ne pensais pas que ça allait pousser ». On s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est où va l'argent. Vous suivez l'argent et soyez plus malin que les autres. Sortez avant que ça parte vraiment en couille. Et ensuite, il y aura des rotations. Ça veut dire que si c'est plus Solana, ce sera une autre. Et là, on recommence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la DeFi Ethereum et ça a plutôt bien réussi. Ne cherchez pas à trop anticiper, s'il vous plaît. Suivez la foule, c'est largement suffisant. Et maintenant, on va juste terminer pour vous montrer à quel point est-ce que c'est facile de savoir qu'un token est vraiment beaucoup trop valorisé, mais que ça peut encore durer durant des mois et des mois. Et que ce n'est pas pour autant que si la valorisation peut sembler insoutenable, en fait, ça peut toujours continuer encore à prendre de la valeur. On va faire un exemple pour finir cette vidéo avec Jito. Donc Jito, c'est un projet de liquidity mining sur Solana. Donc Solana, encore une fois, c'est l'écosystème qui drive le plus d'attention. Donc pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a des projets comme Pit, comme Bank. Bank, je rappelle que c'est un meme coin sur Solana. Encore une fois, vraiment tout est concentré. Celui qui cherche des meme coins sur une autre blockchain pour l'instant, ça ne sert à rien. Tout est drivé sur Solana pour l'instant. Donc Jito, c'est un airdrop qui a connu un grand succès. Pourquoi? Parce qu'il y a eu très peu de personnes en réalité qui ont pu avoir le airdrop. Mais vu qu'il n'y a pas eu grand monde et vu que l'écosystème est en ébullition, eh ben, les sommes sont importantes. Et je crois qu'il y a eu de l'ordre de 40 ou 50 000 $ en fait, de airdrop à des personnes qui ont juste mis un tout petit peu sur ce protocole-là. Donc plutôt intéressant. Et forcément, ça fait un narratif de malade ensuite pour vendre du rêve. C'est voilà, donc regardez. Il a suffi juste de mettre en staking 20 $ sur un protocole et j'ai reçu pour 50 000 $ de airdrop. Donc forcément, il se passe quoi? Tout le monde se jette sur les airdrops, tout le monde va sur tous les projets, commencer à mettre de l'argent, les utiliser et il se passe quoi? Regain d'activité sur l'ensemble de l'écosystème. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous croyez que c'est sain? Absolument pas. C'est absolument pas sain. Les gens sont tous là par pur opportunisme. Ils veulent juste choper de l'airdrop. C'est tout ce qu'ils font. D'accord? Donc ça, il faut encore une fois, il faut en avoir conscience et il ne faut pas être naïf par rapport à tout ça. Mais en être conscient, ça vous permet de pouvoir en profiter de manière intelligente. Donc Jito, aujourd'hui, il y a un storytelling de malade. Voilà, c'est regardez les airdrops, c'est génial. Moi, je me rappelle encore de l'époque de Uniswap avec le airdrop de Uni. Voilà. Et ça me fait vraiment, franchement, ça me rappelle ces moments-là. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis, tous les projets de l'écosystème de Solana, ils vont tous faire miroiter des airdrops. Donc tout le monde va aller utiliser tous ces projets-là parce qu'ils veulent tous le airdrop et ils vont tous croire qu'ils vont avoir le même airdrop qu'avec Jito. Bon, je vous le dis, ce ne sera pas une surprise, ça n'arrivera plus. C'est terminé en fait. Pourquoi?
Parce que Jito, s'il y a eu un tel PNL sur ce airdrop-là, c'est pour une raison simple. C'est que d'une part, c'était l'un des premiers avec un aussi gros succès. Ils ont eu un bon timing avec l'écosystème de Solana et le sol qui a pris beaucoup de valeur. Et en plus de ça, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont récupéré le airdrop. Aujourd'hui, il se passe quoi? Tout le monde est en train de créer 50 wallets différents pour tous aller faire 15 000 interactions sur tous les projets en mode je vais tout rafler. Mais tout le monde fait ça. Donc il se passe quoi? Il se passe qu'il y aura tellement de personnes qui vont recevoir les prochains airdrops des prochains projets que ce ne sera pas du 50 000 $, mais ce sera peut-être du 5 000. Alors après, vous me direz, c'est toujours ça de prix. Je vous l'accorde, c'est toujours ça de prix. Mais n'oubliez pas que c'est un airdrop qui a été un succès monumental qui va attirer tout ça. Voilà, et qui va tirer vers le haut l'écosystème, tirer vers le haut également s'il y a des ICO qui sont réalisés, même si c'est un petit peu moins en vogue aujourd'hui. Et ça peut durer encore des mois et des mois. Voilà. Donc c'est intéressant les airdrops, je ne dis pas le contraire, mais juste ayez quand même conscience de ce qui est en train de se passer. Ne soyez pas juste complètement... Non, je ne vais pas le dire parce que c'est un peu vulgaire, mais en tout cas, ne soyez pas naïfs. Voilà. Donc maintenant, si on finit juste sur Jito, je vais le comparer avec un autre projet concurrent qui est Lido. Jito, donc c'est une TVL aujourd'hui de 486 millions. Encore une fois, c'est une goutte d'eau. Si on la compare, là je vous mets donc les deux graphes à la TVL sur Lido, c'est 20 milliards. Voilà. Donc vous comprenez bien que le rapport n'est pas tout à fait le même. Par contre, si on compare la market cap, 337 millions pour Jito, je parle de la market cap des tokens qui sont liquides et 1,9 milliard sur Lido. Donc là, vous me direz, c'est génial. Donc ça veut dire que Jito, il y a encore un potentiel de hausse. On peut encore facilement faire un x10 easy. Oui, mais non. Oui, mais non. Pourquoi? Parce qu'il y aura une dilution. Il y aura une dilution. Pourquoi? Parce que la plupart des tokens Jito ne sont pas encore débloqués. En fait, ils vont être débloqués à partir de 2025. Donc vous me direz, il y a encore un an. Et c'est vrai, il y a encore un an avant qu'il y ait une grosse dilution. Mais ça, c'est plus le message pour ceux qui pensent que c'est bien de holder. Non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que si on regarde la market cap qui est complètement diluée, donc si on prend en compte tous les tokens qui ne sont pas encore débloqués mais qui vont l'être, on a une market cap qui est quasiment à 3 milliards. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix du token JTO, en réalité, il est supérieur à celui du Lido. Donc ça veut dire que s'il ne fait que maintenir sa valeur, on va dire que son token, la valeur de son token, s'il ne fait que la maintenir dans 2 ans, il y aura tellement eu de tokens qui ont été émis qu'en termes de market cap, ça vaudra plus que Lido. Donc est-ce que vous pensez que c'est cohérent pour un projet qui est actuellement à 500 millions de TVL? Voilà. Et rien porte à croire qu'ils vont être capables de dépasser Lido, qui est un mastodonte sur Ethereum. Voilà. Vraiment, il n'y a rien qui porte à croire ça. Même si demain il monte à 5 milliards, ça reste encore beaucoup trop surévalué. Donc, vous comprenez bien qu'il y a totalement une irrationalité par rapport à la valeur du token. Mais encore une fois, ça peut tenir. Ça peut tenir 6 mois, ça peut tenir 12 mois. Par contre, j'en peux en mettre ma main à couper, ça n'atteindra pas 5 ans. Voilà. Donc ceux qui hold, s'il vous plaît, ayez bien conscience de ça. Ça sert à rien. Ça sert littéralement à rien. Prenez vos profits quand il y a des profits à prendre. Si vous voulez les garder encore 6 mois parce que vous pensez que la tendance haussière va encore durer durant toute l'année 2024, parfait. Mais ensuite, vous les vendez. Et malheureusement, en fait, le gros du problème, c'est que dans la plupart des cas, en fait, les gens ne vont pas vendre parce qu'ils sont complètement aveuglés par la foule. Et en plus de ça, plus le token va monter, plus vous serez incité de les garder parce que la foule vous dira que ça ira toujours plus haut. Voilà, donc ça, c'est malheureusement le plus gros des problèmes. L'autre problème également, c'est être tellement terre à terre et se dire que c'est du n'importe quoi que dès que ça va être distribué, vous allez les vendre. De mon point de vue, et je terminerai là-dessus, vendre une ICO ou vendre un airdrop sur un début de tendance haussière, c'est juste une grosse connerie. C'est vraiment une grosse connerie. En fait, il y a un seul moment où c'est intéressant de ne pas vendre, c'est au début d'une tendance. Moi, par exemple, là, j'ai reçu mes tokens de l'ICO de Chainflip. Donc, j'ai déjà fait un bon petit x3, x4 sur un bon petit capital. J'ai aucune raison de les vendre, mais strictement aucune. On est sur un marché qui est en train de repartir à la hausse.
Je ne comprends pas en fait les gens qui vendent là pour le coup. Autant on serait sur un Bitcoin déjà à plus de 80 000 dollars. Là, je comprendrais parfaitement pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de vendre. Mais autant, on n'a même pas encore fait un nouvel ATH. On a encore une année de 2024 qui s'annonce à pas être trop dégueu. Je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que les gens y vendent. Donc le problème aussi, c'est que les gens vendent trop tôt en général. En fait, dès qu'ils ont un multiple de 4 ou 5, boum, ils vendent. Mais en fait, en faisant ça, vous serez incapable d'aller chercher des multiples de x20, x30, x50. Vous serez littéralement incapable. Et ce qui se passe, c'est que parfois, vous aurez une opportunité. Vous aurez un projet dans lequel vous aurez investi et qui va réellement prendre beaucoup de valeur. Et pour le coup, si vous le vendez trop tôt, mais vous pouvez passer à côté d'une opportunité qui est juste énorme en fait. Mais encore une fois, pas vendre trop tôt, pas vendre trop tard. Et honnêtement pour ça, il faut de l'expérience. Voilà. Il faut de l'expérience et il faut aussi être correctement accompagné par des mecs qui ont de l'expérience et qui vont pas juste vous dire c'est génial, ça monte, c'est le bull market et n'importe quelle connerie en fait que ce que peut vous dire la foule complètement en délire et complètement aveuglée en fait par la réalité des choses. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va en aider beaucoup sur cette phase à venir et sur cette année 2024 qui s'annonce plutôt prometteuse. Encore une fois, moi je ne garantis rien, on verra bien ce qu'on aura. Mais en tout cas pour l'instant, ça s'annonce quand même plutôt pas trop mal. Donc en tout cas, j'espère que tout ce que j'ai pu vous dire va pouvoir en faire réfléchir certains d'entre vous. C'est le but de casser un petit peu des mythes et de dire les choses franco, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Quant à moi, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.